Épître dédicatoire à la sultane Shera par Sadi, le 18 du mois de juillet, l'an 837 de l'Hégire. Charme des prunets, tourment de cœur, lumière de l'esprit, je ne baisse point la poussière de vos pieds, parce que vous ne marchez guère, ou que vous marchez sur des tapis d'Iran ou sur des roses. Je vous offre la traduction d'un livre d'un ancien sage qui, ayant le bonheur de n'avoir rien à faire, eut celui de s'amuser à écrire l'histoire de Zadig. L'ouvrage qui dit plus qu'il ne semble dire. Je vous prie de le lire et d'en juger, car quoi que vous soyez dans le printemps de votre vie, quoi que tous les plaisirs vous cherchent, quoi que vous soyez belle et que vos talents ajoutent à votre beauté, quoi qu'on vous loue du soir au matin et que par toutes ces raisons vous soyez en droit de n'avoir pas de sens commun, cependant vous avez l'esprit très sage et le goût très fin, et je vous ai entendu raisonner mieux que de vieux derviches à longue barbe et à bonnet pointu. Vous êtes discrète et vous n'êtes point défiante. Vous êtes douce sans être faible. Vous êtes bienfaisante avec discernement. Vous aimez vos amis et vous ne vous faites point d'ennemis. Votre esprit n'emprunte jamais césarément des traits de la médisance. Vous ne dites de mal ni n'en faites, malgré la prodigieuse facilité que vous y aurez. Enfin, votre âme m'a toujours paru pure comme votre beauté. Vous avez même un petit fond de philosophie qui m'a fait croire que vous prendriez plus de goût qu'une autre à cet ouvrage d'un sage. Il fait rire d'abord un ancien chaldéen que ni vous ni moi n'entendons. On le traduisit en arabe pour amuser le célèbre sultan Ouloubek. C'était du temps où les Arabes et les Persans commençaient à écrire des 1001 nuits, des 1001 jours, etc. Oulour aimait mieux la lecture des Zadig, mais les sultans aimaient mieux les 1001. Comment pouvez-vous préférer, leur disait le sage Oulour, des contes qui sont sans raison et qui ne signifient rien? C'est précisément pour cela que nous les aimons, répondaient les sultanes. Je me flatte que vous ne leur ressemblerez pas et que vous serez un vrai Oulour. J'espère que quand vous serez las des conversations générales qui ressemblent assez aux 1001, à cela près qu'elles sont moins amusantes, je pourrais trouver une minute pour avoir l'honneur de vous parler raison. Si vous avez été tarletrice du temps de Scander, fils de Philippe, vous aviez été la reine de Sabé du temps de Soleiman, c'étaient ces rois qui auraient fait le voyage. J'ai pris les vertus célestes que vos plaisirs soient sans mélange, votre beauté durable et votre bonheur sans fin. Ça dit. Du temps du roi Moabdar, il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel fortifié par l'éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions. Il n'affectait rien. Il voulait point toujours avoir raison et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu'avec beaucoup d'esprit, qu'il n'insultait jamais par des railleries à ses propos si vagues, si rompus, si tumultueux, à ses médisances téméraires, à ses décisions ignorantes, à ses turlupinades grossières, à ce vain bruit de paroles qu'on appelait conversation dans Babylone. Il avait appris dans le premier livre de Zoroastre que l'amour-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on lui a fait une piqûre. Zadig surtout ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était généreux, il ne craignait point d'obliger des ingrats suivant ce grand précepte de Zoroastre. Quand tu manges, donne à manger aux chiens, dussent-ils te mordre. Il était aussi sage que l'on peut être, car il cherchait à vivre avec des sages. Instruit dans les sciences des anciens chaldéens, il n'ignorait pas les principes physiques de la nature tels qu'on les connaissait alors et savait de la métaphysique qu'on a eu su dans tous les âges, c'est-à-dire fort peu de choses. Il était fermement persuadé que l'année était de 365 jours et un quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du monde. Et quand les principaux mages lui disaient avec une hauteur insultante qu'il avait de mauvais sentiments et que c'était être l'ennemi de l'État
que de croire que le soleil tournait sur lui-même et que l'année avait 12 mois. Il se taisait, sans colère et sans dédain. Zadig avait de grands richesses, et par conséquent avec des amis ayant de la santé, une figure aimable, un esprit juste et modéré, un cœur sincère et noble, crut qu'il pouvait être heureux. Il devait se marier à Sémir, que sa beauté, sa naissance et sa fortune rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux, et Sémir l'aimait avec passion. Il touchait au moment fortuné qui allait les unir lorsque se promenaient ensemble vers une porte de Babylone, sous les palmiers qui ornaient les rivages de l'Euphrate. Ils virent venir à eux des hommes armés de sabres et flèches. C'étaient les satellites du jeune Orcan, neveu d'un ministre, à qui les courtisans de son oncle avaient fait accroire que tout lui était permis. Il n'avait aucune des grâces ni des vertus de Zadig, mais croyant valoir beaucoup mieux. Il était désespéré de n'être pas préféré. Cette jalousie qui ne venait que de sa vanité lui fit penser qu'il aimait éperdument Sémir. Il voulait l'enlever. Les ravisseurs la saisirent et dans les emportements de leur violence, ils la blessèrent et firent couler le sang d'une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont Immaüs. Elle perçait le ciel de ses plaintes et s'écriait « Mon cher époux, on m'arrache à ce que j'adore ». Elle n'était pas occupée de son danger, elle ne pensait qu'à son cher Zadig. Celui-ci, dans le même temps, la défendait avec toute la force que donnent la valeur et l'amour. Elle est seulement de 2 esclaves et mit les ravisseurs en fuite et ramena chez Sémir, évanouie et sanglante, qui, en ouvrant les yeux, vit son libérateur. Elle lui dit « Ô Zadig, je vous aimais comme mon époux. Je vous aime comme celui à qui je dois l'honneur et la vie. Jamais il n'y eut un cœur plus pénétré que celui de Sémir. Jamais bouche plus ravissante n'exprima des sentiments plus touchants par ses paroles de feu, qu'inspire le sentiment du plus grand des bienfaits, le transport le plus tendre de l'amour le plus légitime. Sa blessure était légère, elle guérit bientôt. Zadig était blessé plus dangereusement. Un coup de flèche reçu près de l'œil lui avait fait une plaie profonde. Sémir ne demandait au Dieu que la guérison de son amant. Ses yeux étaient nuit et jour baignés de larmes. Elle attendait le moment où ceux de Zadig pourraient jouir de ses regards. Mais un abcès survenu à l'œil blessé fit tout craindre. On envoya jusqu'à Memphis chercher le grand médecin à Hermès qui vint avec un nombreux cortège. Il visita le malade et déclara qu'il perdait l'œil. Il prédit même le jour et l'heure où ce funeste accident devait arriver. Si ce était l'œil droit, dit-il, je l'aurais guéri, mais les plaies de l'œil gauche sont incurables. Tout Babylone, en plaignant la destinée de Zadig, admira la profondeur de la science d'Hermès. 2 jours après, l'abcès perça de lui-même, Zadig fut guéri parfaitement. Hermès écrivait un livre où il lui prouva qu'il n'avait pas dû guérir. Zadig ne le lut point, mais dès qu'il put sortir, il se prépara à rendre visite à celle qui faisait l'espérance du bonheur de sa vie et pour qui seul il voulait avoir des yeux. Sémir était à la campagne depuis 3 jours. Il apprit en chemin que cette belle dame, ayant déclaré hautement qu'elle n'avait une aversion insurmontable pour les borgnes, venait de se marier à Orcan la nuit même. À cette nouvelle, il tomba sans connaissance, sa douleur le mit au bord du tombeau. Il fut longtemps malade, mais enfin la raison l'emporta sur son affliction. Et l'atrocité de ce qu'il approuvait servit même à le consoler. Puisque j'ai essuyé, dit-il, un si cruel caprice d'une fille élevée à la cour, il faut que j'épouse une citoyenne. Il choisit Azora, la plus sage et la mieux née de la ville. Il l'épousa et vécut 1 mois avec elle dans les douceurs de l'union la plus tendre. Seulement il remarquait en elle un peu de légèreté et beaucoup de penchant à trouver toujours les jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d'esprit et de vertu. Chapitre 2. Le nez. Un jour, Azora revint d'une promenade tout en colère et faisant de grandes exclamations. « Qu'avez-vous » lui dit-il. « Ma
chère épouse, qui vous peut permettre ainsi hors de vous-même? Hélas, dit-elle, vous seriez indigné comme moi si vous avez vu le spectacle dont je viens d'être témoin. J'ai été consolé par la jeune veuve Khosrou, qui vient d'élever depuis 2 jours un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis au Dieu, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau tant que l'eau de ce ruisseau coulerait après. Eh bien, dit Zadig, voilà une femme estimable qui aimait véritablement son mari. Ah, reprit Azora, si vous saviez à quoi elle s'occupait quand je lui ai rendu visite. À quoi donc, belle Azora? Elle faisait détourner le ruisseau. Azora se répandit en des invectives si longues, éclata en reproches si violents contre la jeune veuve que ce faste de vertueux ne plut pas à Zadig. Il avait un ami nommé Cador, qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu'aux autres. Il le mit dans sa confidence et s'assura, autant qu'il le prouvait, de sa fidélité par un présent considérable. Azora, ayant passé 2 jours chez une de ses amies à la campagne, revint le 3e jour à la maison. Des domestiques en pleurs lui annoncèrent que son mari était mort subitement la nuit même, qu'on n'avait pas osé lui porter cette funeste nouvelle et qu'on venait d'ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères au bout du jardin. Elle pleura, s'arracha les cheveux et jura de mourir. Le soir, Cador lui demanda la permission de lui parler et ils pleurent tous deux. Le lendemain, ils pleurent moins et dînèrent ensemble. Cador lui confia que son ami lui avait laissé la grande partie de son bien et lui fit entendre qu'il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s'adoucit, le souper fut plus long que le dîner. On se parla avec plus de confiance. Azora fit l'éloge du défunt, mais elle avoua qu'il avait des défauts dont Cador était exempt. Au milieu du souper, Cador se plaignait d'un mal de rate violent. La dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se fut parfumée pour essayer s'il n'y en avait pas quelqu'une qui fût bonne pour le mal de rate. Elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone. Elle daigna même toucher le côté où Cador sentait de si vives douleurs. Êtes-vous sujet à cette cruelle maladie? Lui dit-il avec compassion. Elle me met quelquefois au bord du tombeau, lui répondit Cador, et il n'y a qu'un seul remède qui puisse me soulager. C'est de m'appliquer sur le côté le nez d'un homme mort la veille. Voilà un étrange remède, dit Azora, pas plus étrange, répondit-il, que les sachets du sieur Arnaud contre l'apoplexie. Cette raison, jointe à l'extrême mérite du jeune homme, détermina enfin la dame. Après tout, dit-elle, quand mon mari passera du monde d'hier dans le monde du lendemain sur le point Tinabar, dans Azraël, lui accordera-t-il moins de passage parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première. Elle prit donc un rasoir, elle alla au tombeau de son époux, l'arrosa de ses larmes et s'approcha pour couper le nez de Zadig, qu'elle trouva tout étendu dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d'une main et arrêtant le rasoir de l'autre. Madame, lui dit-il, ne riez plus tant contre la jeune Khosrou. Le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau.